L'île qui diminuait, de la série Les Nouvelles Aventures de Gulliver, donc soit en livre complet avec 5 histoires, soit séparées. Les illustrations sont de Isabelle Abrard. Vous trouverez ça sur Atramenta ou sur Amazon. Un accueil pour le moins hésitant. À peine remis de ses nombreuses émotions dans l'île aux perroquets, épuisé par des jours de dérive en mer, Gulliver, affamé et brûlé par le soleil et le vent, s'était évanoui dans son embarcation de fortune. Dans sa précipitation à quitter son dernier séjour, il n'avait pas eu le temps d'approvisionner son esquif, et ses forces l'abandonnèrent. Il délira pendant 3 jours, puis il se réveilla et, ouvrant les yeux à demi, il remarqua que sa barque ne bougeait plus. Il comprit que, par miracle, elle s'était échouée sur une plage. Il entendit des bruits de voix, et crut apercevoir un groupe d'insulaires qui discutaient vivement entre eux. Parmi les bribes de conversation, il surprit l'animosité de leurs propos. « C'est un comble! Encore un! Mais il faut l'aider, voyons !» Gulliver, sans force, plongea derechef dans un coma réparateur. Quand il émergea, il fut très heureux de trouver un toit sur sa tête. Sa fièvre avait baissé, et une jeune fille lui épongeait le front, tout en essayant de lui faire absorber un peu d'eau, qui avait bien du mal à franchir ses lèvres craquelées et sa gorge desséchée. Il put enfin se relever et articula « Merci !» doucement, lui répondit une voix qui s'efforçait de ne pas montrer trop d'amabilité. « Il faut rester calme, car je cours de grands risques en prenant soin de vous. Dès que vous pourrez vous tenir debout, il faudra partir, et même quitter l'île. Il n'y a pas de place pour vous ici. » Gulliver fit de son mieux pour ne pas offenser son hôtesse. Dans l'après-midi, il retrouva tous ses esprits, et, profitant d'un instant de solitude, sortit sans bruit, faisant ses premiers pas dans ce royaume. Ses années d'expérience lui permirent de s'organiser sans trop de mal et de se repérer. Il installa une cabane sommaire près de la plage, se nourrissant d'une noix de coco. La nuit tombée, il s'endormit, se promettant de pêcher le lendemain afin d'améliorer sa condition précaire. Étrange destinée, pensa-t-il. N'avait-il pas quitté son Angleterre natale à la recherche de toutes ces aventures? Ne sentait-il pas au fond de lui qu'il devait y avoir un endroit pour lui dans ce vaste monde? Or voilà qu'après tant d'années, tant de lieux exotiques et tant de contrées, de rivages et de sociétés, il n'aspirait maintenant qu'au bonheur de rentrer chez lui, et, à l'image de son père, qu'il avait pourtant méprisé dans sa jeunesse, d'être assis, simplement, dans le fauteuil douillet de la maison familiale. Son réveil fut brutal. Une escouade de la maréchaussée se trouvait aux abords de sa cabane, et un soldat le fit se lever sans ménagement. « Que faites-vous ici » Avant même que Gulliver pût répondre, il fut enchaîné, la bicoque détruite, et son escorte l'emmena aussitôt vers la prison. L'île diminue. Au bout de quelques jours passés dans une cellule exiguë et inconfortable, apparut enfin à la grille un homme assez fat, grassouillé comme un rôtier de Noël, empourpré et enrubanné, suant et postillonnant. « Monsieur, monsieur, vous voilà donc en bien fâcheuse posture. Il vous faut sortir de là et au plus tôt. Je suis votre avocat dans cette affaire, désigné par la cour pour régler ce problème. Allons, allons, expliquez-nous donc votre présence en ces lieux. » Gulliver, secoué par les récents événements, ne sachant pas vraiment à qui il avait affaire, prit le parti candide de l'honnêteté et lui conta toute sa mésaventure. « Comment dites-vous? Un hasard? Vous êtes venu seul? Vous ne connaissiez pas notre île auparavant? C'est fâcheux, c'est fâcheux. » Gulliver ne put tout à fait terminer son récit, car alors qu'il mentionnait qu'il était sans ressources et sans famille, du moins sous ces tropiques, l'avocat s'en alla sans rien dire et s'adressa au gardien.
Angleterre. Je ne connais pas cette île. Il dit n'importe quoi. Pas d'argent sur lui? C'est gênant, en effet. Le renvoyer? Mais où? L'avocat revint prestement, aidé du gardien, libéra enfin Gulliver de ses fers. Vous êtes libre, sortez. Notre nation n'a pas les moyens de vous nourrir, jusqu'à ce qu'elle vérifie votre histoire. Prenez ce document. Il atteste que vous êtes persona non grata, accepté provisoirement. Nous vous aurions bien renvoyé en mer, mais nos paysans, manquant de bois, ont déjà démonté et brûlé votre chaloupe. Ébranlé par ces paroles, Gulliver sortit sans voix du palais de justice et chemina tristement en direction de la berge pour y contempler les derniers restes de son embarcation. La plage avait disparu. Pourtant, il en était bien sûr, elle était là. Il y avait échoué et il voyait bien les restes épars de sa cabane de fortune, démontée quelques jours plus tôt. Complètement hagard, médusé par ce spectacle, il sursauta, quand une main féminine lui tira la manche. Ils vous ont relâché? Je suis désolé, mais c'est mon voisin qui a appelé la garde. Pourtant, je savais qu'il ne pourrait rien vous arriver. Notre police manque cruellement de moyens, depuis que la mine de fer a disparu elle aussi. Et il leur est impossible de fabriquer davantage de grilles, de forger des fers, et encore moins de mouler des balles. La plage, que s'est-il passé? Gulliver n'y comprenait rien. Bien sûr, la mer avait ses caprices, et il lui arrivait de détruire en une nuit ce qu'elle avait mis des années à construire. Mais il n'y avait aucune tempête, aucune inondation, aucun raz de marée, rien. Et toute la baie s'était volatilisée, le sable, les rochers, et même quelques arbres. Et pourtant, Gulliver en était sûr, l'eau n'était pas montée. Quel mystère! La plage? Oui, répondit la jeune fille, avec un sérieux surprenant pour son âge, que Gulliver attribua à la gravité de la situation. La mine de fer, l'étang jonquis, et plus de 100 yards de bonne terre il y a peu. Notre île disparaît, monsieur. Lemuel Gulliver, citoyen anglais, échoué par un malencontreux aléa de la marée. Monsieur Gulliver, je comprends, mais je ne peux vous croire assurément. Pour moi, je me présente, Aminaya. Pour moi donc, vous n'êtes qu'un insulaire de plus, d'une contrée voisine. Elle a dû entièrement sombrer, ou bien il n'en reste guère, et vous êtes venu ici dans l'espoir de survivre encore quelque temps. Voyez-vous, commenta-t-elle, notre île au départ était bien plus grande, au point qu'elle englobait même les îles voisines, ou du moins ce qu'il en reste. Et Aminaya lui conta en détail l'incroyable phénomène qui affectait cette contrée. Il faut partir. Elle était au milieu de son récit quand une foule immense s'approcha d'eux, avec à sa tête le roi Gibus et toute sa cour. Il régnait dans l'air un sentiment de péril, et toute l'assemblée était en émoi. C'est effarant, ne cessait de dire sa majesté, les yeux révulsés et les mains tremblantes. Que vais-je devenir? Le roi cessa de s'agiter. Il remarqua Gulliver et le pointa d'un doigt féroce et vengeur. Tout est de la faute de ces maudits étrangers. Ils pillent nos ressources et nous prennent tout. Même mon palais a disparu ce matin. Où vais-je dormir ce soir et qui m'apportera mes chaussons? Mort aux étrangers, s'époumonna le roi. Mais la foule, quoique terrorisée, ne le suivit pas dans son ardeur criminelle. Il y eut pourtant un flottement, et certains semblaient vouloir obéir au monarque, tandis que d'autres ne songeaient qu'au moyen de s'enfuir. Oui, mais où? Gulliver profita alors de cet instant crucial et tonna d'une voix autoritaire. Messieurs, reprenez vos esprits et écoutez mes propos. Le mouvement s'arrêta net. Il est vrai que je suis un étranger ici, mais loin de moi l'idée de piller votre île, car je suis à même de vous aider. En effet, j'ai la science des mers et je suis versé dans l'art de construire les bateaux qui nous permettront de quitter ces rivages. Le souverain, impressionné par tant d'ascendants,
apaisé de tenir là une personne sensée qui put lui proposer une solution, éprouva tout de même un sentiment de jalousie mesquine et pleurnicha. « Mais mes chaussons !» Car dans sa précipitation matinale, ayant vu depuis son balcon disparaître les jardins, il s'était enfui en robe de chambre et allait pieds nus. « Majesté, si vous me le permettez, laissez-moi vous aider. » Gulliver s'inclina respectueusement, dénoua ses chausses et se proposa de les lui donner. Un murmure parcourut la foule. Voilà bien qui était inédit. Offrir un présent, et de plus, aussi utile qu'une paire de chaussures. Détrempées par de nombreux séjours en mer, durcies par le sel, elles s'adaptèrent avec difficulté aux pieds enflés et royaux qui s'étalaient dans l'herbe. Merci, balbutia Gibus. Encore une première. Il y avait bien longtemps que personne n'utilisait ce mot, et encore moins le roi. Lui qui vivait en grande pompe, soutirant de ses plus proches collaborateurs ce que ses caprices lui dictaient. Eux, d'ailleurs, n'étant pas de reste, se refaisaient en extirpant à leur tour ce que bon leur convenait aux gens dont ils avaient pourtant la charge. Que devons-nous faire ? Sa Majesté, trop effondrée pour être elle-même, s'en remit aux mains de l'immigrant qu'elle haïssait et dont elle avait désiré la mort si peu de temps auparavant. « Voilà, dit Gulliver, mesurant quant à lui l'ampleur de la tâche et l'urgence de la situation. Il faut organiser des équipes. Certains iront couper du bois, d'autres seront au rivage pour scier et préparer les planches, tandis qu'une partie sera nécessairement commise aux cuisines. » Un choc frontal atteignit les insulaires comme une vague de fond. Gulliver n'y comprenait rien. Et soudain, chacun y alla de sa complainte. « Des arbres, mais il n'en reste que très peu, et de plus, ils poussent sur mes terres, et je défends à quiconque d'y toucher, » dit un quidam agressif et déterminé. « Et pourquoi devrions-nous travailler à de tels durs labeurs, pendant que d'autres s'empiffreront dans la cuisine ?» s'étonna une matrone à l'air courroucé. « Et toi, qui me dit que tu ne t'échapperas pas avec le premier bateau construit ?» répliqua un autre, en l'attrapant par le col de la chemise. Le ton monta, et soudain, l'orage éclata. Chacun prit à partie son voisin, et Gulliver regretta amèrement d'avoir donné ses bottes au roi, car celui-ci en usait comme de piètres massues, assommant vainement ceux qui s'étaient jetés sur lui. Mais la bagarre générale ne dura guère, car un pan entier de l'île s'effondra, et devant les yeux effarés de Gulliver, disparurent le roi, sa cour et tout son peuple égoïste. Seul Aminaya réussit à s'accrocher au gilet du marin anglais, restait quant à lui au sommet d'un rocher minuscule, entouré d'eau de toutes parts. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, faisant tous les efforts du monde pour ne pas glisser à leur tour dans l'abîme. « Aidons-nous, lui dit Gulliver, aussi longtemps que possible. » Il se confia intérieurement à son auteur, votre serviteur, car il se doutait bien que celui-ci, par quelque géniale trouvaille littéraire, le sortirait de ce mauvais pas, si l'on peut dire, en parlant de cette situation. « Ma chère Aminaya, si toutefois nous devons mourir, il me sera doux de partir dans vos bras. » Elle rougit et lui répondit. « Si nous donnons la main ainsi que nous posons nos pieds là, je pense que nous pouvons tenir ensemble. » À peine eut-elle dit ces mots qu'il lui sembla que le monticule s'était agrandi d'un espace de terre supplémentaire. L'île revient. « Voilà qui est mieux, » commenta Gulliver, heureux de cette circonstance qui lui permettait de retrouver une bienséance et une retenue toute anglaise. Il aperçut alors la petite tache bleutée d'une fleur discrète, qu'il s'empressa de vouloir offrir à Minaya, sans toutefois se résoudre à l'accueillir. Oui, cela vaut mieux, car c'est assurément la seule végétation qui orne dorénavant notre séjour inconfortable. Elle regarda tendrement Gulliver et sentit son cœur de jeune fille bondir en elle comme un chevreuil. Bien que plus âgé,
Il avait gardé un charme particulier, propre à séduire une demoiselle. Son corps et son visage, travaillés par tant d'épreuves, lui donnaient un attrait plus que certain. Mais Gulliver, quoiqu'il éprouvât lui-même des sentiments pour celle qui partageait son infortune, était resté figé, les yeux écarquillés. Aminaya, l'île réapparaît. Et c'est ainsi que peu à peu, au fil des jours, chaque fois que Gulliver et Aminaya entreprenaient de travailler de concert, la taille de l'île allait en augmentant. Par contre, dès que leur nature individuelle reprenait le dessus, ils s'apercevaient très vite du résultat. Vous devinez bien lequel. Au bout de quelques mois, pratiquement toute l'île avait retrouvé sa splendeur passée, et notre héros, plein d'ingéniosité, avait installé une demeure confortable, grâce au bois des forêts qui avait repoussé, secondé dans sa tâche par Aminaya, qui ne manquait jamais une occasion de se rendre utile. Gulliver, touché par tant de disponibilité, s'intéressa à son tour aux tâches qu'il avait toujours considérées moindres. Je veux parler bien sûr du travail de la cuisine, de la propreté et de la décoration des lieux. Quel progrès serait accompli si, à tous les échelons de notre organisation sociale, les femmes pouvaient accéder aux fonctions que nous, les hommes, refusons de leur ouvrir, et que nous soyons en contrepartie disposés à prendre à notre charge les labeurs incessants qui leur incombent. Une telle pensée le surprit. Il avait du mal à en mesurer toutes les conséquences. Emportés par la vie facétieuse qui les avait réunis dans cette étrange destinée, ils s'étaient graduellement épris l'un de l'autre. Une nuit, ils firent le serment de s'aimer toujours, et le lendemain, ils virent avec plaisir débarquer sur leur rivage un tout autre équipage, celui du roi d'Igan. Aminaya lui avait parlé de ce singulier personnage qui avait quitté l'île quand son frère, le roi Gibu et toute sa clique, l'avaient chassé du trône. Il était alors parti, on ne savait tout. Majesté, lui dit Aminaya, votre cousine vous salue. Et elle lui déclara la malheureuse situation, comment son frère, par sa rapine et son égoïsme, avait littéralement englouti l'îlot et sa population. Je n'ai, Majesté, trouvé que le sieur Lemuel Gulliver d'Angleterre, qui se soit soucié un tant soit peu du sort d'autrui, et c'est grâce à lui si je suis encore en vie. Majesté, salua-t-il, n'étant pas d'ici, je sollicite de votre part le droit d'asile, et comme faveur exceptionnelle, Le roi sourit. N'ayez crainte, je crois bien lire dans vos cœurs, dans votre cœur et vos pensées. Je vous accorde ce droit, car nous traitons ici les étrangers avec autant de respect que nos concitoyens, et je vous octroie toute liberté sur cette île et toutes celles de mon royaume. Je crains fort malheureusement que vous n'en usiez que pour mieux vous enchaîner au bras de ma cousine, dont je sens le regard posé fortement sur moi. Eh bien soit, vous l'épouserez. La troupe des matelots lancela des hurrahs et des bonnets dans les airs, et organisa aussitôt un banquet pour nos tourtereaux. Gulliver vit de quelle manière tout cela se faisait. Chacun y mettait du sien, sans trop de heurts et si peu de querelles, que la fête se prépara plus vite qu'il ne fallut de temps pour en profiter. Une fin heureuse. Et c'est ainsi que Gulliver prit épouse sous la lune des tropiques, au milieu des lampions, sous la lueur intermittente des feux d'artifice. Le roi lui octroya des domaines, et une partie des marins jurèrent de revenir au printemps afin de coloniser les nouvelles terres. Ils firent serment de s'entraider, de reconstruire leurs maisons, le port et les bâtiments du futur gouvernement. Car depuis leur arrivée, l'île avait retrouvé son apparence initiale, et un scout, envoyé en reconnaissance, affirma qu'un morceau tout entier lui était apparu et que, selon ses calculs, la superficie en était doublée. Mais pour autant que pourrait croître cette île, jamais elle n'atteindrait l'immensité du bonheur
que ressentaient alors Gulliver et Aminaya, car leur amour semblait déborder l'horizon, toucher le ciel, englober l'univers et n'avoir jamais de fin.